Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'image de la France au Mexique. Représentation scolaire et mémoire collective. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 545 724. EAN 9 782 296 545 724. Yves Robin. L'image de la France au Mexique. Représentation scolaire et mémoire collective. Préface de Christian Amalvi, Jean-Marie Lassus, Javier Pérez-Siller. L'Harmattan. Illustration de couverture. Détail d'un manuel d'histoire mexicain publié en 1987 par la Secretaría de Educación Pública. Nous avons sur les Mexicains une telle supériorité de race, d'organisation, de discipline, de moralité et d'élévation de sentiments, que je prie votre Excellence d'informer Sa Majesté l'Empereur qu'à partir d'aujourd'hui, à la tête de 6000 soldats, je suis maître du Mexique. Extrait d'une lettre envoyée, avant la bataille de Puebla du 5 mai 1862, par le général de Lorenzé, commandant en chef du corps expéditionnaire français au Mexique, au ministre de la guerre du gouvernement de Napoléon III. Ne commençons-nous pas à comprendre que la croyance en l'universalité de notre raison cachait une mutilante rationalisation occidentalo-centrique? Ne commençons-nous pas à découvrir que nous avons ignoré, méprisé, détruit des trésors de connaissances au nom de la lutte contre l'ignorance? Ne devons-nous pas comprendre que notre ère de lumière est d'ennui et brouillard? Edgar Morin. Remerciements. J'adresse mes sincères remerciements à messieurs les professeurs Javier Pérez-Siller de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla et Jean-Marie Lassus de l'Université de Nantes, qui ont accepté de diriger mes recherches et qui m'ont apporté leurs précieux conseils tout au long de ce voyage intellectuel. Je remercie chaleureusement tous nos amis et collègues mexicains, en particulier les directrices, directeurs et les enseignants qui ont bien voulu nous accueillir dans leurs écoles pour réaliser les enquêtes. Je remercie également les quelques 500 élèves qui ont répondu au questionnaire sur l'image de la France. Je dédie cet ouvrage à ma famille, à nos amis, à Josiane Bertin, Carmen Castañeda, Jacques Girard, Josette Granlin, Françoise Perotto et Jacques Robin. Préface à 3 voix. Pour le pire ou pour le meilleur, la mondialisation est le défi actuel. Elle articule les régions, déstabilise les identités, homogénéise les imaginaires collectifs et pousse à la mobilité. Issu d'une thèse sur la contribution des manuels scolaires à la formation d'une mémoire collective. L'interprétation de l'image de la France dans les livres de textes gratuits mexicains, 1960 à 2000, réalisé en cotutelle entre l'Université de Nantes et la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ce livre incarne les effets de la mondialisation, en même temps qu'il offre des réflexions pertinentes sur le rôle de l'éducation, de l'histoire, de la mémoire collective, des pratiques historiennes et pédagogiques pour en profiler tant au niveau social qu'individuel, les tendances modélisatrices. Quel modèle pour la mémoire collective? L'intérêt du livre d'Yves Robin, issu d'une excellente thèse de doctorat, est double. Il nous propose en premier lieu un riche témoignage sur le regard éloigné, Claude Lévi-Strauss, que portent les Mexicains sur notre histoire. D'autre part, il nous permet de mieux comprendre les supports concrets de la mémoire collective. Comment les autres nous voient-ils réellement? Il est toujours fascinant de connaître la manière dont notre passé est appréhendé à l'étranger. Nous devons donc être reconnaissants envers Yves Robin de sa démarche. Grâce à lui, nous avons en quelque sorte la chance de pouvoir regarder par-dessus l'épaule des écoliers mexicains et de lire ce que leurs manuels scolaires disent de nous depuis une 50aine d'années environ. Or, malgré les mauvais souvenirs laissés par la désastreuse équipée militaire de Maximilien d'Autriche soutenue par Napoléon III, le corpus étudié révèle une représentation plutôt positive, voire flatteuse de la France.
À travers ses principaux temps forts, le XIIIe siècle des cathédrales gothiques, le prestige universel des penseurs des Lumières, les conquêtes démocratiques de la Révolution française, les découvertes scientifiques de Pasteur, l'humanisme d'Albert Camus et de Jean-Paul Sartre, notre nation y incarne toujours le développement de la civilisation et la défense des droits de l'homme. Cependant, l'apport majeur de ce travail réside probablement dans la méthode mise au point par Yves Robin, pour mieux cerner les représentations populaires collectives. En prenant comme fil rouge de sa recherche 3 générations de manuels d'histoire diffusés gratuitement, de 1960 à nos jours, dans les établissements primaires du Mexique, et en soumettant à un échantillon représentatif d'élèves un solide questionnaire historique, il montre de manière convaincante que les ouvrages didactiques demeurent l'instrument le plus efficace pour conditionner l'imaginaire d'un pays. Toutefois, malgré la bonne réputation de la France au Mexique, l'auteur nous met lucidement en garde. Les manuels mexicains nous renvoient un tableau très daté de notre histoire. Que cela nous plaise ou non, désormais le modèle culturel le plus influent au Mexique, comme dans le reste du monde d'ailleurs, est anglo-saxon. On peut tout au plus souhaiter que, dans les futures rééditions des textes gratuits mis à la disposition des écoles mexicaines, une petite place soit réservée à l'œuvre généreuse de Jean-Marie Gustave Leclésio, lauréat du prix Nobel de littérature 2008 et très connu au Mexique, afin que son rêve mexicain Gallimard, 1988, puisse réactualiser le rayonnement culturel de la France en ce fabuleux pays. Christian Amalvi, Université Paul Valéry, Montpellier 3. Entre histoire, mémoire et identité, l'oubli ou la méthode ? Chercheur actif et confirmé dans le cadre des relations franco-mexicaines, Yves Robin est le témoin des liens privilégiés qui peuvent s'établir entre la recherche, l'international et la formation universitaire. Sa thèse sur la contribution des manuels scolaires à la formation d'une mémoire collective. L'interprétation de l'image de la France dans les livres de textes gratuits mexicains, 1960 à 2000, réalisé en co-tutelle entre l'Université de Nantes et la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dont est extrait cet ouvrage, est le résultat de travaux de recherche assidus et rendus parfois complexes par la dispersion des sources au Mexique. Elle présente aujourd'hui une réflexion que l'on peut considérer comme fondamentale sur la formation pédagogique de jeunes apprenants étrangers, menée à bien par un chercheur capable de porter un double regard sur les pratiques de 2 cultures, en raison de sa propre expérience d'enseignant en France et au Mexique. Yves Robin intègre sa problématique dans une réflexion sur la mémoire et l'histoire, entre identité nationale et mémoire collective, posant ainsi la question de l'impact réel des manuels scolaires, notamment ceux de l'école primaire, sur l'imaginaire collectif. La conception des manuels, en particulier ceux d'histoire, se heurte inévitablement à la contrainte idéologique que le fait national fait peser sur l'enseignement au Mexique. Les livres de textes gratuits mexicains sont ainsi présentés comme le réceptacle idéal des valeurs que la société mexicaine entend transmettre à ses enfants. L'une des réussites de cette recherche est qu'elle permet à Yves Robin de conclure non à un discours manichéen sur les représentations de la France, mais à des variations souvent importantes quant à l'intensité de ces représentations. Il y a là un travail considérable et particulièrement novateur, liant et confrontant le texte et l'iconographie, et accompagné d'une enquête de terrain approfondie au sein des établissements de l'école primaire de différentes villes mexicaines, afin de mieux recueillir les représentations mentales actuelles des jeunes apprenants. Cette enquête a permis de souligner l'impact des stratégies discursives mises en œuvre dans les livres de textes mexicains. Mais elle montre également que si les jeunes apprenants ont bien intégré les représentations proposées par ces manuels, certaines d'entre elles ne sauraient s'expliquer seulement par l'influence de ces ouvrages. Leur impact sur la formation d'une mémoire collective est donc à la fois réel et limité. D'où la nécessité de recueillir dans des supports culturels extérieurs à l'institution scolaire l'explication de ces paradoxes. Yves Robin rappelle ainsi qu'au Mexique la visite des sites commémoratifs fait partie de la pédagogie de l'enseignement de l'histoire et qu'elle a une place tout aussi importante que les manuels dans la formation de la mémoire collective. Par ailleurs, les éléments d', une représentation peuvent aussi être réactivés dans un contexte donné, en faisant apparaître des composantes qui entrent parfois en conflit avec la structure générale de cette représentation.
L'analyse des transferts culturels et l'évaluation des conflits d'interprétation dans la construction discursive des représentations linguistiques et culturelles abordées dans cet ouvrage permettront de fournir un modèle d'analyse applicable à d'autres corpus. Dans un article sur l'image de Maximilien dans les manuels scolaires mexicains, publié dans les actes du colloque international organisé par l'Université de Nantes en février 2001, Yves Robin formulait en conclusion cette hypothèse. L'analyse des représentations et de leur mise en scène dans les livres de texte gratuits est l'une des clés permettant d'ouvrir les portes de l'imaginaire collectif du peuple mexicain. La quête de cet imaginaire se poursuit aujourd'hui avec cet ouvrage essentiel à la compréhension des regards croisés sur les histoires et les imaginaires franco-mexicains, en ouvrant des portes certainement inattendues. Jean-Marie Lassus. Université de Nantes. Connaissance de l'autre, reconnaissance de soi ? Si l'éducation peut être un facteur de créativité et de développement, elle peut également devenir destructrice. Comment contribue-t-elle à créer une image négative ou positive de l'autre ? Dans quelle mesure cette image nourrit-elle des sentiments de supériorité et de haine, qui justifient des interventions armées ou des guerres entre les nations ? Ce furent les questions que posèrent les psychologues, Jean Piaget, les pédagogues, Bureau de Genève, Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, les philosophes Henri Bergson et les philanthropes, Andrew Carnegie, au lendemain du conflit franco-prussien et surtout après la Première Guerre mondiale. Heureusement, leurs arguments convainquirent les autorités politiques de nombreuses nations, ce qui aboutit, en 1945, à la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture dont le sigle en anglais est UNESCO. On lui confia l'objectif de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en resserrant par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre les nations. Dans cette perspective, quand il fut élu directeur général de l'UNESCO, le Mexicain Jaime Torres Bodet, conjointement à l'historien allemand Georg Eckert, leur diagnostic permit de créer des commissions, bilatérales, trilatérales, régionales, chargées d'examiner les contenus et de s'interroger sur les représentations dévalorisantes que transmettent les manuels scolaires pour de la sorte proposer des réformes visant à une meilleure entente entre les peuples. Quelques années plus tard, l'historien allemand pionnier fonda à Brunswick un institut international qui porte aujourd'hui son nom, Georg Eckert Institut für International Schulbuchforschung, pour l'étude des manuels scolaires. De son côté, Jaime Torres Bodet, de nouveau ministre de l'Éducation au Mexique, entreprit de créer un système de livres de texte gratuits qu'Yves Robin analyse dans cet ouvrage. Il est certain que l'image que nous avons des autres est associée à l'histoire que l'on nous a enseignée quand nous étions enfants, Marc Ferraud. Une histoire qui actuellement se nourrit de supports variés qui vont du cinéma à Internet, en passant par les jeux vidéo, mais qui se conjugue toujours davantage avec les images que nous avons reçues à l'école. La question que pose Yves Robin, quelle image de la France transmettent les manuels scolaires mexicains ? Nourrit la tradition réflexive sur l'image de l'autre et devient un des apports essentiels de ce livre. Cependant, l'originalité de l'étude que le lecteur tient entre ses mains réside dans la façon de la traiter. Ce livre offre plus de surprises que de certitudes. Surprise sur la forme particulière selon laquelle les Mexicains s'approprient certaines images de l'histoire et de la culture française. Surprise sur les sentiments que ces images réveillent en nous. Surprise de constater que revivent des épisodes de l'histoire de France qui n'apparaissent pas dans les écoles de l'Hexagone, comme la conquête de l'Algérie ou encore la répression des manifestations anticoloniales dans les années 60.
surprise de se retrouver face à un miroir que forment ces images où les Français peuvent étonnés dans le regard de l'autre, surprise encore de constater la présence des modèles laïques, républicains voire révolutionnaires que l'on admire, mais que le vieux régime mexicain détourne à son profit pour renforcer la légitimité de son discours, surprise enfin, face au phénomène de mexicanisation de la culture française et à son intégration à la mémoire et l'identité nationale. L'analyse fine et la fluidité narrative d'Yves Robin sur l'image que les Mexicains se font de la France nous amène à poser la question de savoir si la connaissance de nous-mêmes ne passe pas aussi et surtout par la connaissance de l'autre. Et dans ce cas, quelles propositions éducatives sont susceptibles d'éveiller une telle sensibilité ? La lecture attentive de ce livre apporte quelques réponses. Javier Pérez Siller. Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla. Un Yves Robin, image de Maximilien dans les livres de textes gratuits, ou l'instrumentalisation du destin d'un anti-héros dans la formation des jeunes apprenants mexicains, Destin, Destination, Destinataire, Héros et Images colloque international organisé par le CRINI et le département d'études hispaniques de l'Université de Nantes, presse de l'Université de Nantes, février 2001, page 80. 2. Les enquêtes à ce niveau sont très rares. Par exemple, Histoire, Géographie et Éducation sociale. Résumé des programmes scolaires de 53 pays, ed. 108, Paris, UNESCO, 1951. Il existe aussi des études sur la manière d'enseigner certains événements historiques considérés comme patrimoine de l'humanité. La Révolution française, René Riemenschneider, ed. Image d'une révolution, Paris, Georg Eckert Institut L'Harmattan, 1994. Et ce que l'on nomme la découverte de l'Amérique. La découverte de l'Amérique ? Le regard de l'autre à travers les manuels scolaires du monde, Paris, L'Harmattan, 1992. Introduction. Le manuel scolaire est un objet familier que nous avons utilisé comme élèves, et que nous côtoyons encore en tant que parents d'élèves et parfois, d'une manière plus assidue, en qualité d'enseignant. Cependant, il a plusieurs visages. Outre son rôle officiel d'outil pédagogique, il a pour mission de transmettre des valeurs et une certaine vision du monde qui doit amener les enfants à comprendre la société dans laquelle ils vivent et à s'y intégrer pleinement. À ce titre, les manuels d'histoire présentent un intérêt particulier. Véhicules de l'histoire officielle, ils ont en charge de transmettre une vision du passé qui a pour objectif implicite de construire une mémoire commune qui favorisera un sentiment d'appartenance à la communauté et permettra la construction d'une identité nationale. Nous sommes tous les enfants de Vercingétorix, Charlemagne, Jeanne d'Arc ou encore Napoléon Bonaparte. Héritiers proclamés des Lumières et de la Révolution française, que nous soyons vendéens, antillais, laïcs convaincus ou fervents catholiques, la plupart d'entre nous acceptons cette filiation historique comme une évidence, un phénomène naturel. Mais le monde bouge, se transforme, des murs tombent, d'autres se construisent. De nouvelles identités apparaissent, d'anciennes ressurgissent réclamant à juste titre une reconnaissance de la communauté internationale, des autres, de l'autre. Les mémoires oubliées, tapis dans les replis de l'histoire font entendre leur voix et réclament justice et gratitude. Cependant, ces aspirations légitimes se heurtent fatalement aux intérêts des groupes déjà en place et la conséquence en est au mieux un repli identitaire, au pire un conflit ethnique. Dans tous les cas, l'histoire officielle, ciment du destin des anciennes communautés, vole en éclats. C'est pourquoi, dans un monde en phase de recomposition identitaire, la question du rôle des manuels scolaires dans la formation de la mémoire historique des enfants est devenue une préoccupation d'actualité et il ne se passe une semaine sans qu'un quotidien, un hebdomadaire ou une revue ne publie un article sur le sujet. L'un des derniers en date, intitulé « Selon les chercheurs, l'enseignement de l'histoire de l'immigration reste une carence du système scolaire », est paru dans Le Monde du 23 octobre 2007 et explique que l'enseignement de l'immigration témoigne d'une carence de l'éducation nationale contribuant à entraver la construction d'une mémoire collective scolairement partagée. Ainsi, les représentations transmises par les manuels scolaires suscitent-elles un intérêt croissant et nombre de chercheurs Suzanne Citron, Marc Ferraud, Alain Chopin, Christian Amalvi en France, Victoria Lerner-Sigal, Javier Pérez Siller au Mexique, René Riemenschneider en Allemagne, d'institutions internationales, l'UNESCO, le Bureau international des éducation en Suisse, le Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung en Allemagne,
Le projet MAN en Espagne tente de les mettre en lumière et de les décrypter afin de comprendre leur influence sur la formation de l'identité et sur le comportement des groupes sociaux. On peut objecter que l'école n'est pas la seule institution dont le but est de conditionner l'inconscient et le comportement des membres d'une société. Le milieu socioculturel, la famille en particulier et les médias tiennent aussi une place importante dans ce processus. Dans son ouvrage « Éducation et sociologie », Émile Durkheim avait mis en évidence le rôle de l'éducation sur la formation mentale des enfants en introduisant une distinction entre l'être individuel et l'être social d'eux. Selon lui, l'être individuel est constitué d'états mentaux qui se rapportent à nous-mêmes et aux événements de notre vie personnelle, et l'être social est un système d'idées, de sentiments et d'habitudes qui expriment le groupe ou les différents groupes dont nous faisons partie, les croyances religieuses, les croyances et pratiques morales, les traditions nationales ou professionnelles. Durkheim ajoute que pour construire notre être individuel, notre identité personnelle, nous avons besoin d'une mémoire individuelle, c'est-à-dire une mémoire constituée d'images en relation avec des personnes, des faits, des sentiments, de comportements issus de la sphère privée de notre vie. Simultanément, nous construisons un être social qui s'appuie sur une mémoire collective, c'est-à-dire d'une mémoire constituée en fonction de notre ou nos groupes d'appartenance. La famille serait le lieu privilégié de la construction de la mémoire individuelle. Les institutions, notamment l'école, seraient les principaux agents de formation de notre mémoire collective. Dans une perspective différente, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont également montré le rôle prépondérant de l'éducation donnée aux enfants dans le cadre de l'institution scolaire. Cette éducation contribue, selon eux, à la formation d'un habitus primaire qui est irréversible. Seul un travail d'inculcation de même ampleur que celui de l'école primaire peut le modifier d'une manière significative. 3. On peut définir l'habitus comme la façon dont les représentations sociales s'impriment dans l'esprit des membres d'une société donnée, par un phénomène d'intériorisation de structures qui leur sont extérieures. À cause de nos origines sociales, puis de notre trajectoire sociale, déterminée en grande partie par notre cursus scolaire, se forment de façon le plus souvent inconsciente, des modèles de pensée, de perception et d'attitude que nous intériorisons durablement. À travers ce concept, les auteurs dévoilent les mécanismes par lesquels l'institution scolaire reproduit et légitime les inégalités socioculturelles. Certes, l'objet de cet ouvrage n'est pas de démontrer le rôle de l'école et des manuels dans le processus de domination sociale et de reproduction de ces inégalités, mais il semble pertinent de convoquer une réflexion qui illustre le pouvoir de cette institution à élaborer chez les enfants des modèles de perception et des représentations sociales. Si la famille constitue un lieu d'éducation pour l'enfant, l'institution scolaire, eu égard aux moyens dont elle dispose, au statut qu'elle a acquis, à l'a priori de vérité dont elle jouit, à son caractère universel, représente le système de reproduction culturelle par excellence. En effet, il s'agit moins de transmettre des connaissances que des valeurs et des attitudes qui devront exercer une influence durable sur l'avenir des enfants. Nulle intention ici de prendre parti pour la thèse fonctionnaliste, issue des travaux de Durkheim, qui présume que l'école tente à devenir une institution libératrice pour l'individu, ou pour la thèse sociologique marxisante de Bourdieu, qui postule qu'elle est uniquement une institution destinée à reproduire et à justifier l'hégémonie des classes dominantes. Il importe essentiellement d'identifier son pouvoir d'inculcation et de reproduction qui opère sur les différentes représentations et de mesurer l'impact de ce phénomène sur la formation d'une mémoire collective s'agissant d'un thème précis, en l'occurrence celui de l'image de la France chez les jeunes apprenants mexicains. Ce processus s'appuie sur différents vecteurs qui sont en relation les uns avec les autres à l'intérieur de l'institution scolaire. Parmi ces vecteurs, les enseignants et les manuels possèdent la particularité d'être en contact direct avec les élèves. Mais pourquoi le Mexique ? Hormis les liens personnels et professionnels qui m'attachent à ce pays, les relations entre cette lointaine contrée et la France sont beaucoup plus riches que notre vision ethnocentrique de l'histoire transmise par les manuels scolaires pourrait le laisser croire. Non, le Mexique n'est pas seulement un pays de révolutionnaires intrépides, généreux et chamarrés, Emiliano Zapata et Pancho Villa, immortalisés par le cinéma. Non, la principale activité des Mexicains ne consiste pas à faire la sieste à l'ombre d'un ficus, le sombrero rabattu sur le visage. Non,
Les relations avec la France ne se limitent pas aux transhumances touristiques entre Paris et Cancun ou Acapulco ou encore à la victoire de l'équipe de France de football face au Brésil lors de la Coupe du Monde de 1986. Oui, le Mexique est un pays économiquement important, 13e puissance économique mondiale en 2008 selon le Fonds monétaire international. Oui, c'est un pays pluriculturel où se cristallise d'une manière remarquable tout le génie humain à travers les civilisations précolombiennes, les splendeurs architecturales de la période 21 coloniale et la modernité technologique, conséquence de sa proximité avec les États-Unis. Oui, la France a joué un rôle considérable dans l'histoire de cette nation. Des Lumières à la Révolution de 1789, en passant par l'intervention française 1862 à 1867, et la francisation des élites durant le régime de Porfirio Díaz 1877 à 1911, elle a contribué à la construction de la nation mexicaine et à son passage vers la modernité. Les relations franco-mexicaines se caractérisent donc par un enracinement historique et un certain accomplissement dans le domaine culturel. Car, nourrie par des affinités naturelles et des grands noms de la littérature et des arts, elle repose sur des racines historiques et intellectuelles solides qui représentent une alternative à la domination nord-américaine, permettant aux Mexicains de cultiver leurs affinités latines, affirmer leur vision humaniste et de relever le défi de la modernité dans le contexte de la mondialisation 4. Aujourd'hui, cette volonté de coopération mutuelle se traduit par l'existence d'un dispositif d'échange culturel qui s'appuie principalement sur 3 institutions. L'Institut français d'Amérique latine, IFAL, à Mexico, créé en 1944 et dont l'objectif est de favoriser les échanges universitaires entre les 2 pays, un réseau d'alliances françaises 5 disposant de 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire mexicain et 3 établissements scolaires biculturels, à Guadalajara, Cuernavaca et Mexico, dont le plus important est le lycée franco-mexicain de Mexico qui scolarise à lui seul plus de 80% des élèves inscrits dans ce type d'établissement. Malgré tout, il semble que la France, accaparée par des contraintes politiques et économiques, importance des relations avec ses anciennes colonies d'Afrique et d'Asie, construction de l'Europe, mondialisation des échanges, ait négligé d'entretenir cette relation privilégiée. La notion de représentation constituera une sorte de fil d'Ariane, puisqu'elle sera utilisée tout au long de cette réflexion en fonction de ses différentes connotations 6. En psychologie, elle est définie généralement comme un ensemble de connaissances ou de croyances, encodées en mémoire et que l'on peut extraire et manipuler mentalement. Les représentations structurent notre paysage mental, et à ce titre, elles sont devenues l'un des thèmes d'étude privilégiés des sciences humaines. Selon Jean Piaget, l'enracinement psychologique profond des représentations mentales est lié à la formation de schèmes de perception et de comportement acquis tôt dans l'enfance 7. Quand les représentations assurent des fonctions essentielles, un ancrage social vient consolider ce processus. C'est le cas des représentations sociales qui possèdent une fonction identitaire car elles permettent à un groupe de se définir par rapport à un autre, et de s'évaluer positivement ou négativement à son égard. L'assise institutionnelle est un autre facteur de stabilité des représentations. L'image que nous avons de la France ou du Mexique ne se forge pas dans le seul creuset d'un cerveau solitaire ou dans les cercles de petits groupes. Les représentations se reproduisent et sont véhiculées par le biais d'institutions de toutes sortes. L'école, la famille, les partis politiques, les médias. Ce phénomène d'inscription institutionnelle a été décrit par des anthropologues comme Maurice Halbwachs 8. La notion de représentation sociale, quant à elle, a été définie par Serge Moscovici 9 et plus récemment par Denise Jodelet et Jean-Claude Abric. Ce serait une forme de connaissance, socialement partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social 10. Elles sont à la fois le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui donne une signification spécifique 11. Selon Jean-Claude Abric, elles permettent de comprendre et d'expliquer la réalité, de construire une identité individuelle et de groupe et elles guident les comportements et les pratiques 12. Elles s'organisent autour d'un noyau central, constitué d'un ou de quelques éléments qui donnent à la représentation sa signification. Ce noyau central est fortement marqué par la mémoire collective du groupe 13.
Afin de recueillir et d'analyser ces représentations, il préconise, entre autres, la réalisation d'une enquête par l'intermédiaire d'un questionnaire 14. À travers ces propositions, on perçoit le caractère opératoire de ce concept applicable aux différentes étapes de cette recherche qui se propose d'explorer la production et la réception d'une forme de connaissance partagée par un groupe, et lui permettant de définir son identité. Dans un premier temps, cet ouvrage sera consacré à l'étude du manuel scolaire, objet à la fois familier et complexe dont le rôle n'est pas seulement de transmettre des connaissances. Il se poursuivra par l'analyse des conditions sociopolitiques de création des 3 générations de manuels scolaires publics gratuits, 1960, 1972 et 1992, et par une présentation du système éducatif mexicain actuel. Puis, à partir des illustrations, il présentera un inventaire exhaustif et inédit des représentations de la France dans ses ouvrages, préalable à l'élaboration de l'enquête qui a été conduite auprès des élèves mexicains. Ensuite, l'analyse des résultats de cette enquête tentera de mesurer l'impact des représentations véhiculées par les manuels sur la formation de la mémoire historique des élèves. Elle sera complétée par l'étude de lieux commémoratifs en relation avec l'histoire franco-mexicaine, support culturel extérieur à l'institution scolaire. Un luxe Edel, selon les chercheurs, l'enseignement de l'histoire de l'immigration reste une carence du système scolaire. Le Monde, édition du 23 octobre 2007. 2 Émile Durkheim, Éducation et sociologie, Paris, Presse universitaire de France Quadrige, 1995, page 51. 3 Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction, Paris, Les éditions de Minuit, 1970, page 47. 4 Rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères du Sénat de la mission effectuée au Mexique, du 20 au 28 février 1999, page 20. 5. L'Alliance française de Paris, créée en 1883, est un organisme privé qui a le statut d'une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique et dont la mission est la promotion de la langue et de la culture française à l'étranger. Les alliances françaises installées dans les pays étrangers sont généralement nées d'initiatives locales, elles sont régies par le droit local, et indépendantes, statutairement et financièrement, de l'Alliance française de Paris et constituent des sortes de franchises culturelles. En 2007, elle devient Fondation Alliance française. En 2008, plus de 490 000 étudiants apprenaient le français, dans les 1016 comités établis dans 133 pays constituant le réseau d'alliances françaises à l'étranger. 6 Représentation est devenue, en moyen français, le substantif d'action de représenter, désignant l'action de rendre présent ou sensible quelque chose à l'esprit, à la mémoire, au moyen d'une image, d'une figure, d'un signe et par métonymie ce signe, image, symbole ou 22 allégories. Définition donnée par le Dictionnaire historique de la langue française sous la direction de Alain Ray, Paris, Le Rebert 2000, page 3192. 7 Jean Piaget, Introduction à l'épistémologie génétique, Paris PUF 1950, page 82. 8 Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris Albin Michel 2000. 9 Serge Moscovici, La psychanalyse. Son image, son public, Paris PUF 1976. 10 Denise Jodelet-Dire, Les représentations sociales, Paris PUF 1989, page 53. 11 Jean-Claude Abric, Pratique sociale et représentation, Paris PUF 1994, page 13. 12 Ibidem, page 15 à 17. 13 Ibidem, page 23. 14 Ibidem, page 62. Chapitre 1 Le manuel, instrument privilégié des politiques éducatives. De l'Antiquité à l'Ancien Régime, l'éducation des enfants des familles aristocratiques prenait la forme d'un enseignement individualisé dispensé par un précepteur. À partir du XVIIe siècle s'ébauche une forme scolaire, matérialisée par un maître qui enseigne devant une classe composée d'élèves. Cette configuration pédagogique, appelée aussi enseignement simultané, s'est peu à peu généralisée jusqu'à s'implanter dans tous les pays du monde. Elle se caractérise notamment par la prédominance de l'écrit sur l'oral et par la structuration de l'enseignement en champ disciplinaire. Le manuel scolaire, support écrit des différentes disciplines enseignées, symbolise cette évolution. En effet, il est un élément primordial de l'institution scolaire parce qu'il traduit matériellement ses intentions avouées et cachées. D'autre part,
cette matérialité lui permet d'agir directement sur la formation intellectuelle des apprenants car il se situe à l'extrémité de la chaîne éducative, et constitue, avec le maître, le point de contact entre l'institution et son sujet, l'élève. Il est donc pertinent de consacrer une étude approfondie au manuel scolaire, c'est-à-dire, d'en présenter un historique, non seulement pour montrer son caractère universel mais aussi pour mesurer l'importance croissante qu'il a prise dans le processus de transmission des connaissances et des représentations sociales, et aussi pour en préciser la définition. En outre, il s'agit de mettre en évidence la complexité de ce support culturel familier, voire banalisé, qui n'est pas seulement, loin s'en faut, un outil pédagogique au service de la classe. 1. Quelle définition ? Le manuel scolaire est un objet tellement familier que sa définition semble aller de soi. Chacun de nous ayant eu ce genre d'ouvrage entre les mains, en qualité d'élève bien sûr, mais aussi en tant que parent ou pour certains, comme enseignant. Avant de nous livrer à un exercice non exhaustif, de comparaison de différentes définitions, il convient de faire la distinction entre le manuel scolaire et le livre scolaire. Cette opération de distinction constitue ipso facto un début de définition. En effet, le manuel apparaît comme un ouvrage qui présente les notions essentielles d'une discipline destinée aux élèves d'un certain âge. Si tous les manuels sont des livres scolaires, certains livres scolaires ne sont pas des manuels. Ainsi les dictionnaires, les atlas, les aides-mémoires sont utilisables durant plusieurs années, voire pendant toute la scolarité élémentaire, ce qui constitue une différence fondamentale avec l'usage des manuels. Définition fonctionnelle. Ces définitions à caractère général se fondent sur des critères descriptifs explicites, elles émanent d'organismes ou d'ouvrages officiels. Ainsi, en 1959, l'UNESCO donnait une définition assez large une publication employée régulièrement pour l'enseignement en classe comme principale source d'information pour une discipline ou dans le cadre d'un programme. En 1973, le dictionnaire encyclopédique de pédagogie moderne Nathan II indiquait « Le manuel scolaire est un livre destiné aux élèves et contenant les éléments essentiels d'une matière d'étude et éventuellement les exercices d'application s'y rapportant ». La définition en 1985 du ministère de l'Éducation nationale est plus restrictive. 3. Sont considérés comme livres scolaires. Les manuels, ainsi que les cahiers d'exercices et les travaux pratiques qui les complètent, régulièrement utilisés dans le cadre de l'enseignement de quelque niveau qu'il soit et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par le ministère de l'Éducation nationale ou l'autorité exerçant la tutelle de l'enseignement. La classe ou le niveau d'enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page du titre de l'ouvrage. Enfin, Alain Chopin, spécialiste de l'histoire du livre et de l'édition scolaire, définit le manuel principalement en fonction de sa destination. 4. En définitive, et sauf cas particulier, ne devrait être pris en compte aujourd'hui pour la commodité de l'indexation, que les ouvrages destinés à l'enseignement primaire et aux diverses branches de l'enseignement secondaire, ouvrages qui sont désormais pourvus d'une indication plus ou moins précise de niveau. Seraient donc exclus de ce fait, d'une part, les publications qui s'adressent aux écoles maternelles et d'autre part, celles qui sont destinées aux formations qui requièrent l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Une définition critique. Denise Guillaume, inspectrice de l'Éducation nationale honoraire, présente le manuel comme un instrument au service de l'institution scolaire. Selon elle, le principe du manuel s'appuie sur la présentation d'un ensemble de connaissances modélisées par leurs références communes aux programmes officiels, par leur découpage en séquences d'apprentissage ayant pour objet la conduite et le contrôle de l'acquisition de ces connaissances. Les manuels se caractérisent également par l'ambivalence de leur langage puisqu'ils s'adressent à la fois aux maîtres et aux élèves, ce qui renforce leur fonction d'encadrement didactique et social. 5. À la lecture de ces différentes définitions, un certain nombre de notions récurrentes construisant des champs d'équivalence et dénotant un certain consensus sur ce qu'est un manuel scolaire peut être mis en évidence. 1. Le manuel est défini comme un livre, une publication ou un ouvrage, ce qui renvoie à un processus d'édition et met en jeu différentes instances qui élaborent, rédigent, impriment, éditent et diffusent ce produit. 2. Il est également défini par son contenu. Les éléments qui le constituent font partie d'une matière, d'une discipline, d'un domaine de connaissance.
Il constitue l'essentiel de cette discipline, ce qui indique qu'un choix, une sélection ont été opérés durant le processus d'élaboration. La définition donnée en 1985 par le ministère de l'Éducation nationale indique clairement que ce choix s'effectue en fonction de programmes. La notion de programme fait intervenir un lien précis, codé et contrôlable entre la conception du manuel scolaire et l'institution scolaire. 3. Les destinataires sont les élèves d'une classe de niveau. Le contenu sera donc élaboré en fonction du niveau des élèves. Bien que la majorité des définitions ne le mentionnent pas, hormis celle de Denise Guillaume, c'est aussi un ouvrage destiné au maître qui a l'obligation de l'utiliser en cours. Cette ambivalence ne semble pas évidente pour la plupart des auteurs. 4. Pour l'ensemble des auteurs cités, l'objectif du manuel est bien la transmission de connaissances. Excepté Denise Guillaume, tous les auteurs livrent une définition fonctionnelle du manuel. En effet, elle est la seule à employer les termes de modélisation, conformité, contrôle, évaluation, encadrement didactique et social. Est-ce à dire que le manuel posséderait une fonction sociale ? Si l'on se réfère au rôle de l'institution scolaire tel que le définissent Durkheim et Bourdieu, le manuel est bien l'outil privilégié du processus de socialisation. Pour comprendre la pertinence des termes utilisés par Denise Guillaume, nous allons examiner, en diachronie, la façon dont le manuel s'est transformé, tant du point de vue de son statut et de ses fonctions que du point de vue de son rôle dans les politiques éducatives. 2. Petite histoire du manuel scolaire. C'est étymologiquement un ouvrage que l'on tient à la main ou à portée de main. Il est donc nécessairement maniable et de dimension réduite. Selon le dictionnaire historique de la langue française 6, le mot manuel est un emprunt au bas latin manual, neutre substantivé de l'adjectif manualis, de main, dérivé de manus, main, désignant un livre portatif contenant un résumé de traités plus long. Ce terme serait la traduction du grec enkeiridion, dérivé de ker main, livre portatif, manuel, titre d'un ouvrage d'Épictète. Alain Chopin-Sette indique qu'il désigne généralement, au XIXe siècle, un guide pratique, un recueil de conseils ou de règles, manuel du parfait jardinier, manuel de l'artilleur, sens qu'il a conservé de nos jours, le manuel du routard, et qu'il n'est guère utilisé dans le domaine scolaire. C'est au XXe siècle que la terminologie manuel s'imposera dans le domaine de l'éducation. Naissance et essor. Deux phénomènes concoururent à la naissance puis à l'essor du manuel scolaire. L'apparition et le développement rapide de l'imprimerie et la généralisation de l'enseignement simultané. Avant la découverte de l'imprimerie, en 1456 par Gutenberg, la diffusion des connaissances s'effectuait par la seule copie manuscrite des documents. On peut considérer que le manuel scolaire naît avec l'imprimerie et se vulgarise dès 1470, lorsque paraît en France la première édition d'un ouvrage destiné à la jeunesse. Il s'agit d'un recueil en latin, imprimé à Paris, intitulé Les Lettres de Gasparin de Pergame. Au XVIIe siècle, les ouvrages de Comenius Vitroana Lingarum Reserata, 1631, et Orbis Sensualium Pictus, 1658, destinés aux enfants, connaissent un grand succès. Ils furent traduits en 12 langues et montrent qu'il est possible de créer des livres adaptés à la mentalité enfantine. Jusqu'au XVIIe siècle, la conception du livre scolaire évolue peu, mais la Révolution de 1789 marque un tournant. Les hommes politiques d'alors veulent créer un système national d'instruction publique et encouragent la publication des ouvrages à caractère pédagogique. Selon Marguerite Puget et Alain Chopin, ce tournant se concrétise par la déclaration de Talleyrand dans le rapport qu'il présente à l'Assemblée constituante en 1791. Il faut que des livres élémentaires clairs, précis, méthodiques, répandus avec profusion, rendent universellement familières toutes les vérités et épargnent d'inutiles efforts pour les apprendre. Néanmoins, pour les petites écoles, comme on les appelait sous l'Ancien Régime, ces déclarations seront peu suivies d'effet, malgré quelques tentatives plus ou moins éphémères et les souhaits de certains penseurs révolutionnaires, Condorcet, Lacanal, de créer une instruction primaire pour tous les citoyens. Le Premier Empire n'allait pas réellement modifier cette situation, tant Napoléon était persuadé que la question sociale se résumait à une bonne conduite des hommes, ses principales préoccupations étant de construire et d'organiser une armée et une administration forte et efficace. Si l'école pouvait avoir pour lui quelque intérêt,
c'était dans la mesure où elle servait à former des cadres, des chefs capables de diriger la masse. Ainsi, l'université impériale, fondée en 1808, ne prend-elle véritablement en compte que l'enseignement secondaire. Pour Christian Nickneuf, c'est incontestablement entre les années 1815 à 1840 que l'État va définitivement prendre en charge l'instruction du peuple, grâce à François Guizot X. C'est également à cette époque que les responsables de la politique éducative de la France vont prendre conscience de l'importance du rôle de l'institution scolaire, et en particulier des manuels, dans le processus d'unification de la nation. Parallèlement à la création d'un statut pour les écoles primaires en 1834, Guizot, jugeant que les maîtres n'utilisent pas de bons livres, confirme la commission d'examen des livres élémentaires créée en 1831 par son prédécesseur Montalivet, et consacre chaque année une partie du budget de son ministère à envoyer des livres dans les écoles. En outre, dans le but de contrôler et d'unifier l'instruction publique, il décide de faire élaborer, par des personnes compétentes du domaine éducatif, un panel de manuels couvrant les disciplines enseignées. Toujours avec le souci d'uniformiser l'enseignement et de conforter l'unité nationale, Guizot fera éditer entre 1831 et 1835 5 manuels quasi officiels, destinés à toutes les écoles primaires du pays 11. Ces 5 manuels seront finalement moins utilisés qu'il ne l'aurait voulu, mais ils marqueront une étape décisive dans l'élaboration d'une instruction publique primaire homogène et unificatrice. Durant le Second Empire, 1852 à 1870, la politique de Guizot est poursuivie, les tirages augmentent et l'usage des manuels scolaires se généralise dans les écoles. C'est d'ailleurs pendant cette période, comme l'indique Marguerite Puget-12, que la maison Hachette, créée en 1826, prendra de l'expansion et que s'établiront, en France, 2 des plus importantes entreprises d'édition scolaire, la maison Larousse, 1852, et les éditions Armand Collin, 1870. Puis, en 1881, avec les lois scolaires de Jules Ferry qui rendent obligatoire l'enseignement primaire, l'édition des livres scolaires va connaître un formidable essor. La publication et l'utilisation des manuels dans les classes vont s'amplifier au cours du XXe siècle avec la généralisation de l'enseignement public primaire et secondaire. Les manuels vont également gagner en qualité et en attractivité avec l'introduction des illustrations, et plus tard, des photos qui prendront une place de plus en plus importante. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, le procédé d'impression offset permettra de réaliser des impressions en couleur à gros tirage. Parallèlement à ce développement considérable, depuis l'invention de l'imprimerie, un autre phénomène, lié à l'organisation pédagogique, va favoriser l'utilisation des manuels scolaires. Selon Alain Chopin, la question de la production et de l'uniformisation des manuels est étroitement liée au développement de l'enseignement simultané 13. Cette idée est reprise par Marguerite Puget-14 lorsqu'elle indique qu'un seul élève ne peut constituer une classe et que l'énoncé écrit à la main sur un parchemin, dont le plus souvent seul le maître possédait un exemplaire, ne peut être appelé manuel scolaire. Traditionnellement, on distingue 3 grands types d'organisation pédagogique: la méthode individuelle, l'enseignement mutuel et l'enseignement simultané. Si la première a été la plus répandue jusqu'au XIXe siècle, si le second a connu son apogée dans la première moitié de ce même XIXe siècle, c'est finalement le troisième qui s'est imposé. La méthode individuelle. Elle se perd dans les temps lointains de l'histoire et se résume à la pratique suivante. L'instituteur s'occupe de chaque enfant tour à tour et de façon isolée. Pendant ce temps, les autres élèves écoutent ou vaquent à leurs occupations, révisent leurs leçons individuellement ou travaillent à plusieurs. La seule activité collective de cette classe est la récitation des prières au début et à la fin de la séance. Le premier et principal avantage de cette méthode est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir reçu une formation pédagogique spécifique pour enseigner. Il suffit de posséder soi-même les connaissances que l'on entend transmettre et de faire preuve d'autorité. Le second avantage est qu'elle répond à une réalité de l'époque: l'irrégularité de la fréquentation scolaire, l'hétérogénéité du niveau. De ce fait, chaque élève est réellement un cas particulier. Le troisième avantage résulte de la pénurie de matériel scolaire. Les manuels scolaires et autres instruments pédagogiques sont inutiles, le programme étant réduit à son expression la plus simple.
La lecture des prières et la connaissance du catéchisme représentent l'essentiel de l'apprentissage. C'est ce type d'enseignement que les franciscains et les jésuites appliquèrent dans les quelques collèges qu'ils avaient fondés au Mexique durant la colonisation. L'enseignement mutuel. Cette façon d'enseigner se développe d'abord en Angleterre et arrive en France vers 1815. Son inventeur, Joseph Lancaster, 1778 à 1838, avait décidé de se consacrer à l'amélioration du sort des classes populaires au moyen de l'éducation. Dans cet esprit, et afin de réduire les coûts de scolarité, il imagina un procédé où les maîtres étaient remplacés par les élèves les plus anciens et les plus appliqués. Cet enseignement consiste donc à confier un grand nombre d'élèves à un seul maître assisté de moniteurs, dont le rôle est de relayer les consignes données par le maître et de dispenser les leçons. L'instituteur n'enseigne pas, il dirige de son pupitre l'ensemble des activités et l'organisation de la classe. Cette méthode s'avère très économique puisqu'elle ne requiert l'assistance que d'un seul enseignant face à plusieurs dizaines d'apprenants. Le matériel pédagogique est uniquement constitué de tableaux muraux, ce qui dispense du recours aux livres scolaires sauf pour les quelques moniteurs. Entre 1806 et 1813, Lancaster exporta sa méthode aux quatre coins du monde, notamment aux États-Unis, en Afrique occidentale anglaise et en Inde. En 1818, il rencontra le général et homme d'État Simón Bolívar, 1783-1830, figure emblématique de l'émancipation des colonies espagnoles, qui fut séduit par ses conceptions sociales de l'éducation et lui fournit les moyens d'établir des écoles d'enseignement mutuel en Amérique latine. C'est en 1822 qu'il installa une école à Mexico et créa un établissement destiné à former les maîtres. En 1843, la compagnie lancastérienne fut chargée d'assurer l'enseignement dans toutes les écoles de la capitale. L'enseignement mutuel connut un certain succès 15 mai dans les années 1830, en France et dans les années 1880 au Mexique. Il fut peu à peu délaissé au profit de la méthode simultanée jugée plus efficace quant aux apprentissages et plus apte à former les enfants. L'enseignement simultané. Cette organisation pédagogique actuellement en usage dans nos écoles est relativement récente. Alain Chopin indique qu'elle était largement pratiquée dans les collèges de l'Ancien Régime et qu'elle n'a été introduite dans l'enseignement primaire qu'à la fin du XVIIe siècle par le fondateur de l'Institut des Frères des Écoles chrétiennes, Jean-Baptiste de La Salle, 1651-1719. Dans ce système, le maître s'adresse à l'ensemble des élèves de la classe et leur fait exécuter en même temps les mêmes tâches. Cette organisation implique que les apprenants soient répartis en classes de niveau homogène, en fonction de leur âge et ou de leurs connaissances, et disposent du même matériel pédagogique, en particulier de manuels scolaires identiques. Ce mode d'enseignement sera généralisé dans les écoles françaises à partir des années 1850. Intérêt de ce bref historique. En premier lieu, on constate que la méthode individuelle et l'enseignement mutuel étaient plutôt économes de manuels, et l'on peut donc considérer que la généralisation de l'enseignement simultané a effectivement constitué une cause importante de l'extension de l'utilisation des manuels. Si l'on s'accorde à considérer, à l'instar d'Alain Chopin, que les années 1850 voient l'application généralisée de ce type d'organisation pédagogique, on observe également que durant cette période, les responsables politiques mettent en œuvre une action éducative visant à étatiser l'instruction publique primaire. Cette orientation se traduit par un contrôle accru sur les écoles, par l'intermédiaire des règlements et des programmes, et aussi par l'uniformisation des manuels scolaires. Les 5 manuels de Guizot, publiés entre 1831 et 1834, et le Petit Lavis d'Ernest Lavis, publié en 188 416, représentent des exemples emblématiques de cette évolution. Cependant, l'observation la plus intéressante est que ces phénomènes quasi concomitants, développement d'une technique rendant possible la production de manuels à grande échelle, mode d'enseignement nécessitant des outils pédagogiques individualisés et identiques, étatisation et généralisation de l'instruction publique, vont favoriser, chez les décideurs politiques, une prise de conscience quant au rôle que l'école peut et doit jouer dans la construction de l'unité nationale 17. Dans cette perspective, il faudra réglementer l'institution scolaire, former les maîtres et élaborer des manuels. Cette constatation vaudra également pour l'histoire des manuels mexicains,
qui sera développé dans le 3e chapitre de cet ouvrage. Si le manuel trouve naturellement sa place dans l'histoire de la didactique, il est également indissociable de l'histoire de l'édition et de l'histoire politique. Il possède donc plusieurs statuts et différentes fonctions. En cela, son caractère familier n'a d'égal que sa complexité. 3. Un objet complexe. Le manuel peut être étudié selon des perspectives différentes qui prennent en compte sa matérialité, son contenu, sa destination ou encore son historicité. Outil pédagogique. Avec le tableau noir, le manuel représente l'outil pédagogique par excellence. Il symbolise à lui seul l'objectif premier de l'école, la transmission des connaissances. Il comprend l'essentiel des savoirs dans chaque discipline. Ces savoirs sont organisés de telle façon, division en leçons ou séquences selon une progression, résumé, exercice, qu'ils permettent un apprentissage aisé. C'est une référence indispensable pour les élèves, mais aussi pour le maître car il lui facilite grandement la préparation de sa classe. Cette qualité pédagogique fait des manuels les témoins des transformations, des évolutions des méthodes d'enseignement qui prévalaient au moment de leur création. Les manuels reflètent les traditions, les innovations, voire les utopies pédagogiques d'une époque 18. Produits de consommation au statut hybride. Actuellement, en France, le manuel dépend du droit privé mais bénéficie d'un statut semi-public dans la mesure où la charge financière que représente son achat incombe aux collectivités locales, communes pour le primaire, conseils généraux pour le collège et conseils régionaux pour le lycée. Le manuel est un objet fabriqué, destiné à la vente sauf s'il est conçu et distribué par l'État. Dans ce cas, il est généralement gratuit. S'il n'est pas public et gratuit, il doit donc être commercialisé et distribué, ce qui le rend dépendant du secteur de l'édition, du contexte économique à l'instar de n'importe quel autre produit de consommation. Le paradoxe est qu'il dépend également des politiques éducatives, conduites par les pouvoirs publics. Ainsi, l'obligation scolaire, l'allongement de la scolarité et le montant des crédits accordés à l'achat des manuels sont susceptibles d'exercer une influence considérable sur l'offre scolaire. À ces différents facteurs, on peut ajouter les évolutions pédagogiques, par exemple une nouvelle orientation de l'apprentissage de la lecture en cours préparatoire ou la généralisation de l'enseignement de la technologie au collège, et la réapparition ou la disparition de certaines disciplines. C'est le cas de l'instruction civique qui avait disparu des programmes dans les années 1970 et qui a été remise au goût du jour dans les années 1980 ou de l'anglais qui est enseigné à l'école élémentaire, depuis seulement quelques années. Cependant, le marché de l'édition scolaire présente plus d'avantages que d'inconvénients. En effet, l'Éducation nationale garantit aux maisons d'édition privées une clientèle assurée qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Nous en voulons pour preuve la concurrence acharnée que se livrent les éditeurs pour s'approprier telle ou telle part de marché, et la réactivité dont ils font preuve lorsque les orientations pédagogiques changent. Parfois, de quasi-monopoles se sont créés dans certaines disciplines, par exemple Lagarde et Michard en français. Dans certains pays, il existe une censure par voie de concours ou de commission d'examen, et dans d'autres c'est le cas du Mexique. L'État assure la conception, la publication et la distribution des manuels. La question de la commercialisation ne se pose donc pas. Sources historiques et objets de recherche. Un manuel, en particulier un manuel d'histoire, peut au bout d'un certain temps devenir lui-même un document historique, une trace. En effet, il parle autant du passé que de son présent qui est le contexte sociopolitique dans lequel il a été élaboré. En d'autres termes, la manière de représenter le passé aux jeunes générations constitue un discours réflexif de la société. En conséquence, il se transforme au cours de son existence. Outil pédagogique à l'origine, il devient ensuite une trace du passé, un lieu de mémoire, au sens où l'entend Pierre Nora 19, et par conséquent un objet d'étude. Si la recherche sur les manuels scolaires est récente, elle n'a cessé de se développer depuis une vingtaine d'années. Le manuel constitue pour le chercheur une source privilégiée car elle est abondante et diversifiée. Compte tenu de la continuité dans laquelle il s'inscrit, il se prête particulièrement à l'étude sérielle et permet de suivre, sur une longue durée, l'évolution d'une notion scientifique, d'une méthode pédagogique ou bien la présentation d'un événement historique. Son caractère quasi universel
permet également de réaliser des études comparatives sur le traitement d'une notion ou d'un événement, à travers un échantillon de manuels provenant de différents pays 20. Le pouvoir supposé du manuel, une source de conflit. L'évocation de l'histoire du manuel a montré qu'il tient une place essentielle dans le cadre des politiques éducatives. Ce caractère central s'explique par la multiplicité des domaines dans lesquels il est impliqué, politique, religieux, moral, économique, pédagogique, et parce qu'il focalise des intérêts très divers, voire contradictoires, ceux de l'administration éducative, des enseignants, des éditeurs, des parents d'élèves. Il se présente donc comme un objet potentiellement conflictuel. Cette dernière caractéristique explique que les manuels aient toujours suscité, en France et à l'étranger, de nombreux débats et de violentes polémiques. Ce fut également le cas au Mexique, quand les autorités politiques décidèrent de créer des manuels scolaires gratuits et obligatoires pour l'école primaire. Des exemples récents prouvent que ces conflits sont toujours d'actualité. Ainsi en 2000, une campagne médiatique internationale a accusé l'autorité palestinienne d'utiliser des livres scolaires à forte connotation antisémite 21. En avril 2001, l'autorisation donnée par le ministère de l'Éducation japonais de la publication d'un manuel d'histoire minimisant les crimes de guerre durant l'invasion de la Chine suscita de vives réactions dans les pays voisins et même en Europe 22. Enfin, plus près de nous, l'adoption par le Parlement français, en 2005, d'un article de loi qui demandait aux manuels scolaires de reconnaître le rôle positif de la présence française en Outre-mer, notamment en Afrique du Nord, provoqua de telles polémiques que le président Chirac dut intervenir publiquement. L'article fut finalement supprimé par le Conseil constitutionnel au prétexte qu'il relevait du champ réglementaire et non législatif. À travers ces quelques exemples, on perçoit que l'enjeu se situe en premier lieu au niveau du contenu des manuels, c'est-à-dire de la production. Quel savoir et quelle valeur la société entend-elle transmettre à ses enfants ? Cette question est le plus souvent posée et résolue par les plus hautes instances éducatives, ministres, inspecteurs généraux de l'éducation nationale, universitaires éminents. Elle se traduit ensuite par l'élaboration des programmes officiels qui ont pour objectif de fixer le contenu de l'enseignement et qui constituent le canevas auquel les manuels doivent se conformer. Force est de constater que la préoccupation relative au contenu des manuels résulte de la présomption de leur pouvoir dans le contexte de leur réception, c'est-à-dire de leur influence présumée sur la formation des jeunes apprenants. Selon Alain Chopin 23, ce pouvoir attribué au manuel procède de plusieurs causes. Le manuel s'adresse à des esprits jeunes, encore malléables. Ce public, naturellement encore peu critique, aisément séduit par les procédés de présentation et l'attrait des illustrations, est susceptible d'être durablement influencé par les représentations sociales et culturelles transmises par les livres de classe. Son contenu, texte imprimé et illustration, est permanent. Contrairement au cours oral dont la teneur peut varier en fonction de l'enseignant, le manuel est le garant écrit d'une certaine orthodoxie pédagogique, sociale et idéologique. Cette matérialité pratique, à portée de main, en permet une utilisation fréquente, répétée et prolongée. L'élève y découvre les leçons, s'imprègne des textes et des images, y révise ses cours à la maison où les parents deviennent également des utilisateurs du manuel. Il peut être diffusé à un très grand nombre d'exemplaires sur tout un territoire. Cependant, l'auteur ajoute qu'il est prudent de relativiser le pouvoir du manuel dans un environnement où les sources d'accès à la connaissance se sont multipliées. La presse, la télévision et maintenant Internet, par leur couverture nationale, leur attrait, banalisent le livre scolaire et en minorent l'influence. Il rappelle aussi que le manuel n'est qu'un outil, et que l'utilisation qui en est faite par l'enseignant peut se révéler également déterminante. En revanche, lorsque l'État détient le monopole de la conception, de la publication et de la distribution des manuels, ils sont alors gratuits, uniques et obligatoires. Comme c'est le cas au Mexique, il semble que leur pouvoir soit sensiblement consolidé. Ici encore, l'environnement sociopolitique, formation et statut social des enseignants, modalités de contrôle de la pédagogie, rôle de syndicats, prégnance du pouvoir politique, accès aux différentes sources d'information, viendra renforcer ou minorer le rôle et l'influence du manuel. Un support culturel au service du pouvoir ?
Tous les auteurs qui se sont penchés sur la question du manuel scolaire sont unanimes à reconnaître qu'il constitue le reflet de la société qui le produit, et qu'il est investi d'une fonction primordiale, celle de véhiculer les valeurs de son époque. Pour Alain Chopin 24. Il est le principal vecteur des valeurs que transmet l'institution scolaire. Le choix de la langue, le français et non le breton ou le basque par exemple, et du style, les bons auteurs, la sélection des sujets et des textes, l'organisation et la hiérarchisation des connaissances, obéissent à des objectifs politiques, moraux, religieux, esthétiques, idéologiques, le plus souvent implicites. Ainsi, le contenu des manuels valorisera la cellule familiale, le travail, louera certaines qualités morales, la probité, le courage, le sens de l'effort, célébrera la nation, exaltera le patriotisme. D'autres valeurs idéologiques, plus générales et moins repérables, sont également véhiculées par les manuels. Il s'agit notamment de celles qui sous-tendent le modèle de civilisation occidentale. C'est ce qu'ont démontré Roy Preswerck et Dominique Perrault dans un ouvrage remarquable intitulé Ethnocentrisme et Histoire 25. Pour ces auteurs, les principales valeurs véhiculées dans les manuels sont celles qui constituent la base des sociétés occidentales. Elles sont devenues hégémoniques, au détriment des valeurs qui ont contribué à former les civilisations des pays non occidentaux, assurant ainsi la domination idéologique de l'Occident sur le reste du monde. 26. L'écriture. Selon Preswerck et Perrault, les manuels véhiculent l'idée que la transmission écrite de la culture et de la connaissance est le critère déterminant pour diviser le déroulement de l'histoire humaine en une phase historique et une phase préhistorique. Ce mécanisme revient à rejeter hors de l'histoire les sociétés contemporaines sans écriture. Ce phénomène concerne notamment certaines civilisations d'Afrique noire où la transmission orale des valeurs et des savoirs représente une des bases de l'organisation sociale. L'écriture est également considérée comme un stade supérieur d'évolution d'une civilisation. Elle fut donc érigée en valeur universelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.